Bonjour Monsieur Mievili. Bonjour Monsieur Paolo. Eh bien, bienvenue sur les antennes de Zouk TV. Et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk TV. Donc aujourd'hui, nous allons avoir notre premier candidat, donc Monsieur Mievili, et nous aurons un petit entretien avec lui pour qu'il se présente, qu'il fasse savoir qui il est, pourquoi il se présente comme candidat aux élections législatives, pourquoi il a choisi cette circonscription, quel est son programme, qu'est-ce qu'il veut, comment il voit le pays, parce que quand on est député de la Martinique. Donc, et nous allons commencer tout de suite en vous demandant de vous présenter. Qui êtes-vous, Monsieur Mievili? Vous êtes de quelle origine? Quel est votre âge? Quelle est votre situation de famille? Qui êtes-vous? Présentez-vous comme vous voulez. Alors bonjour à tous, bonjour aux fidèles de Zouk TV. Je suis Yann Mievili, j'aurai bientôt 39 ans, je suis père de 4 enfants, je suis né et j'ai vécu au Lamentin. J'ai fait la plupart de ma scolarité sur le Lamentin, donc j'ai vraiment grandi là-bas. J'ai dû partir, comme beaucoup, sur la métropole pour faire des études, où j'ai pu commencer aussi une activité professionnelle. Et au bout de 6 ans, je suis retourné en Martinique auprès de ma famille. Et c'est là qu'un peu je me suis rendu compte des difficultés réelles que rencontrait le pays. C'est là que j'ai vu les différences entre la France et la Martinique en termes de coût de la vie, en termes d'emploi, en termes de structuration de projets pour les jeunes. Et en 2019, depuis 2019, j'ai décidé de m'engager en politique. J'ai décidé de lancer un premier mouvement qui s'appelle le Mouvement citoyen de Martinique, avec lequel j'ai pu organiser quelques manifestations. J'ai été aux élections de la CTM en 2021. Et on avait basé un programme sur vraiment le développement de la Martinique, la dépollution des sols, un travail concret sur le transport et la jeunesse. Et depuis, j'ai continué cette action. Et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de continuer ce parcours politique en me présentant aux législatives sur la première circonscription, qui regroupe le Lamentin, le François, Trinité, le Robert et le Gros-Morne. Voilà, et puis comme vous l'avez dit, c'est être député, c'est être le député de la Martinique. Donc je suis là encore pour batailler pour les Martiniquais. Parfait. Est-ce que vous êtes dans quel domaine professionnel? Vous faites quoi dans la vie pour parfaire cette présentation? Je suis conseiller à l'emploi au Pôle emploi. D'accord. Donc je suis vraiment là aujourd'hui, je suis vraiment au cœur des problématiques des Martiniquais. Je les côtoie quotidiennement. J'essaie de les aider à s'en sortir dans la vie, à essayer de trouver pour certains des formations, à les aider sur la reconversion, que ce soit la reconversion professionnelle ou la reconversion vers la création d'entreprises. On a beaucoup de Martiniquais aujourd'hui entre les jeunes et les moins jeunes, donc on a entre 25 et 30 ans et 45 et 55 ans qui pensent aujourd'hui à la création d'entreprises. Donc mon travail, c'est de les aider, de les accompagner au mieux pour sortir un peu de cette précarité dans laquelle ils sont. Très bien. Alors, vous l'avez indiqué tout à l'heure, vous avez créé un mouvement politique qui s'appelle le Mouvement citoyen de la Martinique, oui. C'est bien ça? Qu'est-il devenu? Il vous soutient? Vous venez en son nom? Ou vous avez un rassemblement plus large? Vous avez évoqué les élections territoriales de 2021. Il me semble que vous étiez allié pour la circonstance avec le mouvement Moun de M. Bérisson. Qu'en est-il? Aujourd'hui, après les élections de la CTM, chacun a fait son bout de chemin. Là, pour l'élection législative, on sera soutenu, et même j'ai été contacté par Caribe Écologie Les Verts en Martinique. C'est un mouvement qui est rattaché à Europe Écologie Les Verts, qui nous propose de candidater sur leur bannière. Donc, on est en pleine discussion. Ça fait un mois qu'on essaye de travailler sur un nouveau projet, de nouvelles idées, parce que l'écologie, effectivement, c'est très important en Martinique, ça va le devenir. Il faut savoir que 15 000 logements en Martinique sont dans une zone submersible. Donc ça veut dire qu'au vu du réchauffement climatique, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui. Une grande partie de la population martiniquaise va se retrouver dans les années à venir dans une situation qui va être très difficile. Et donc voilà, c'était un point important en Martinique avec le chlordécone dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et le procès qui a eu lieu. C'est vrai que l'écologie en Martinique... Le procès n'a pas encore eu lieu, hein. On sait ce que ça a donné, on sait où ce que ça tend à donner. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une part importante. Et la Martinique en tant qu'île est un point important en termes d'écologie. Donc il va falloir
parce qu'on a quand même 280 jours d'ensoleillement par an, on a une possibilité de travailler sur le photovoltaïque en termes d'énergie renouvelable. Donc il y a plein de propositions qui peuvent être faites en Martinique par rapport à sa situation, donc il faut travailler sur ce point-là aussi. D'accord. Alors, votre mouvement, pour ce que j'en ai lu, porte les valeurs suivantes: liberté, démocratie, tolérance, humanisme, justice fiscale, équité sociale, identité martiniquaise, éco-responsabilité et progrès, tradition et modernité, dignité par le travail et le logement. Toutes ces valeurs sont actuellement portées par vous dans le cadre de ces élections législatives. Tout à fait. C'est un concept, c'est une pensée. C'est vrai que c'est ce qui m'enracine en Martinique. Et je traite beaucoup de sujets, des sujets qui sont importants, à mon sens, en tant que moins jeune martiniquais qui a vécu en Martinique, qui est parti, qui a vu une différence entre les deux, entre la vie en Martinique et la vie en France. Et c'est vrai qu'il y a un point qui revient souvent et qui m'est revenu souvent, c'est la question de s'enraciner en Martinique. C'est vrai je constate qu'on a cette difficulté de s'approprier soi-même la Martinique. Et ce qui fait que parfois, je le constate dans mon travail, beaucoup de jeunes ont cette première idée de quitter le territoire, de ne pas chercher vraiment à s'y implanter, à s'investir, à créer de la matière. Alors effectivement, il y a le côté politique qui entre en ligne de compte, où il n'y a pas suffisamment d'accompagnement, il n'y a pas suffisamment d'aide, il n'y a pas suffisamment de moyens mis en place pour permettre à tout un chacun de pouvoir rester en Martinique et de pouvoir développer des activités. C'est ce qu'on a longuement débattu au sein du mouvement citoyen de Martinique, c'est les points qu'on a fait ressortir. Et c'est un travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux Martiniquais qu'il faut qu'ils se réapproprient cette Martinique qui leur appartient et qu'ils en fassent quelque chose de positif. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que pour souvent, la situation de la Martinique pousse beaucoup à partir, et même ceux qui ont envie de revenir se posent la question, au moment où ils reviennent, de savoir s'ils vont rester parce que les conditions qui sont là ne sont pas prospères pour leur permettre de rester. Pourtant, c'est contradictoire. Depuis 2009 et encore aujourd'hui, combien de fois a-t-on entendu les slogans « PIA, c'est en nous » ? Alors les slogans sont toujours bons, et puis il faut voir qui les soutient, ces slogans. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la Martinique, quand on regarde les jeunes, depuis très longtemps, on a plus de 3000 jeunes qui sont chaque année chercher travail, chercher une vie meilleure à l'étranger, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, même à Hong Kong. On a beaucoup de Martiniquais qui s'expatrient, qui vont chercher l'Eldorado ailleurs, parce qu'en réalité, ils ne trouvent pas cet enracinement, cette possibilité de se développer. Et c'est vrai que, politiquement parlant, on ne donne pas du rêve à cette jeunesse. On ne leur permet pas de rêver, de se construire, d'élaborer un plan de vie sur la Martinique. Et les jeunes aujourd'hui se rendent compte que pour être formés, pour réussir à avoir une vie familiale, une vie sociale, il va falloir s'expatrier. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qu'on décrit depuis très longtemps chez nous. On a un coût de la vie qui est relativement important en Martinique, ce qui peut pousser beaucoup à aller chercher une meilleure aisance de vie. Quand on regarde depuis 2021, on a lancé une manifestation parce que les prix du gaz et de l'essence augmentaient. Aujourd'hui, on est arrivé à des prix dernièrement à 1,87, presque 1,90 €. Quand vous regardez la répartition de ces prix, il y en a pour 50%, presque 60% de taxes qui sont liées à l'octroi de mer. Donc vous voyez l'impact que ce coût. Même moi aujourd'hui... 60% l'octroi de mer, non, pas tout à fait. Il y a le FIRT, le fonds qui alimente les travaux routiers notamment, qu'il s'agit de... on peut en parler des travaux routiers. Moi, je regarde la Martinique, je circule sur la Martinique, et je pense que beaucoup de Martiniquais sont d'accord avec moi pour dire que il n'y a que certaines routes qui sont relativement refaites chaque année et qu'il y a une grande disparité au niveau du territoire. C'est possible. Et les axes secondaires ne sont pas remis à jour, ce qui pourrait permettre de limiter... Les axes secondaires appartiennent aux communes. On est d'accord. C'est à partir de tout un chacun. Oui, on est d'accord. La CTM a son rôle, les communes ont leur rôle, mais aujourd'hui... D'accord. Enfin bon, je voulais simplement reprendre, effectivement, il y a des taxes, l'octroi de mer ne représente que peu de choses sur le prix de l'essence. Ah non. L'essentiel, c'est le fonds d'investissement routier. Quand on regarde, suite à la manifestation qu'on a faite à la CTM, la SARA, justement, sort chaque mois un détail des prix, et on voit la répartition de ces taxes. Non, mais on voit chaque partie que prennent les distributeurs, la SARA dans le processus de fabrication, et les taxes liées à la CTM et une partie à l'État. Cela dit, l'augmentation des prix des carburants sont liées au prix d'entrée. Il y a les taxes, mais au départ, les prix ont plutôt tendance à augmenter. Ils n'augmentent pas qu'en Martinique, ils augmentent partout. Alors les prix de base, effectivement, augmentent. Le baril de Brent a évolué, mais on s'est rendu compte qu'à prix
identique, il y a 5-6 ans, le coût à la sortie à la pompe n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème au niveau de cette taxation qui a eu pour intérêt de mettre en place plusieurs épisodes au niveau des médias concernant cette thématique, au niveau de tout ce qui est la grande distribution. On voit bien que les Martiniquais aujourd'hui sont impactés et qu'il y a une nécessité de répondre à cette problématique. Et ça, c'est un combat sur lequel je suis depuis 2019 pour essayer de mettre la lumière sur ça, pour que les Martiniquais puissent comprendre cette taxe. Aujourd'hui encore, il y a une problématique qui vient depuis quelque peu. La Poste a repris en gestion les frais de douane. Il y a une pétition qui a été lancée par 2 femmes, Mme Joseph Dongué et Mme Dalma Mézen, concernant cette problématique. Et là, aujourd'hui, 16 000 signataires se rendent compte qu'il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Donc la Martinique est en train d'être surchargée fiscalement pour permettre au système d'être maintenu, mais on ne voit pas en réalité concrètement dans l'activité économique martiniquaise l'impact de cette taxe au quotidien. Alors, j'ai lu dans les documents que vous avez publiés qu'effectivement vous partez en guerre un peu contre l'octroi de mer. Oui. Bon, mettons. Mais vous savez que cet octroi de mer finance les communes. Alors, elle finance les communes. Comment vous faites? On la supprime et on fait quoi? On dit quoi aux communes? De se débrouiller? Vous savez, j'ai pour habitude d'être honnête avec les Martiniquais. Quand je leur parle sur les réseaux, je suis honnête avec eux. Je leur ai dit que pendant la bataille qu'on a eue concernant l'octroi de mer, effectivement, cet octroi de mer finance à 70% les communes et à 30% la collectivité. Mais la réalité de la Martinique aujourd'hui au niveau des élus, c'est que cette taxe, en réalité, la grande majorité de cette taxe finance le salaire des fonctionnaires de ces établissements. Il y a un problème en Martinique. Il y a des personnes qui capitalisent leur position au niveau de ces communes en embauchant un certain nombre de personnes pour asseoir leur assise politique. Il faut que ça change. Il ne faut plus qu'on travaille sur des votes. Aujourd'hui, la population doit comprendre que chaque emploi qui est créé au niveau de ces institutions pour permettre au maire en place de rester sur sa position, c'est de la fiscalité que la population va devoir payer. Et ça, c'est une charge solidaire, parce que c'est toute la population martiniquaise qui la paye, peu importe sa situation économique. Mais tout ça, il faut que ça change. Il faut que les Martiniquais comprennent qu'on ne peut plus aller simplement laisser des personnes en place pendant 25 ans. On voit que le territoire n'évolue pas. Aujourd'hui, il y a une problématique. Je me rends compte qu'avec mes enfants, je vis au Lamentin, je suis obligé d'aller sur le Maliconin Fort-de-France pour trouver 4 balançoires. Vous imaginez? Alors que je paye de l'octroi de mer tous les jours dans tout ce que je vais, soit au centre commercial, à la pompe payée. Il y a un problème au niveau de l'aménagement du territoire. Il n'y a plus de visibilité en Martinique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de partir ailleurs pour essayer de trouver de quoi permettre à nos enfants de pouvoir sortir, s'amuser et faire autre chose que de rester devant la télé, devant les écrans. Vous savez aussi que l'octroi de mer essaie de limiter les risques pour ce que nous avons comme production locale par rapport à une production importée. C'était le principe au départ, oui, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous en faites? Aujourd'hui, la production locale a largement disparu. Il ne reste pas grand-chose comme production locale en Martinique. L'octroi de mer était là pour protéger effectivement la production locale contre les importations. La majorité, 80% des produits sont importés en Martinique. Qu'est-ce que vous protégez en réalité? On ne protège pas grand-chose. On a un peu d'agroalimentaire, on a des produits ménagers, on a des choses de ce genre. Si vous supprimez le différentiel d'octroi de mer, ces produits seront encore moins compétitifs, à supposer qu'ils le soient, non? Non, parce qu'il va falloir travailler, justement, accompagner cette production locale qui est en train de mourir pour l'aider à se développer et à augmenter leur capacité de production pour réduire ses coûts. Si vous partez simplement sur de la fiscalité pour aider une production locale qui est en train de mourir aujourd'hui, on voit bien l'effet. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui arrive à produire en Martinique. Il n'y a plus d'investissement dans ce procédé. On aurait pu faire plein de choses. Mais on le remarque, il faut faire un vrai travail là-dessus. Il y a des possibilités, mais quand vous regardez un boulanger aujourd'hui qui paye de l'octroi de mer sur la farine, qui paye de l'octroi de mer sur le beurre, qui paye de l'octroi de mer sur la fabrication pour faire du pain et des croissants, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère commander un produit semi-fini, et il a juste à le mettre au four et puis le vendre. Donc on voit bien qu'il y a un réel problème à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux Martiniquais. Et les Martiniquais commencent à le comprendre parce qu'ils commencent à voir que leur porte-monnaie commence à être relativement impacté sur ce coût de la vie. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui se posent des questions et qui ont besoin de réponses. Et notre travail depuis, c'est de leur apporter les réponses concernant ça. Bon. Alors pour clore ce chapitre, donc vous, si vous êtes élu,
vous faire en sorte que, par mesure législative, cette spécificité de la Martinique, et pas que de la Martinique, donc des autres départements. Disparaître. Il faut. L'Europe statuait sur le fait de faire disparaître cette taxe parce qu'elle était injuste. Elle n'avait plus son sens réel. C'est pas exactement ce qu'il Elle a été reportée de 2022 jusqu'à 2023. C'est pas une question d'injustice, c'était parce qu'elle porte atteinte à la concurrence libre et non faussée. Elle porte atteinte, oui. Donc elle n'a plus de légitimité. Non, c'est pas c'est ce que l'Union européenne dit. C'est pas une question d'injustice. Mais ça crée une injustice en Martinique. Non, peut-être. Mais le but de l'Union européenne en voulant s'attaquer à l'octroi de mer, c'est qu'elle portait atteinte à la liberté de faire circuler les marchandises, c'est-à-dire au dogme de la concurrence libre et non faussée. Bon. Donc vous considérez que la suppression de cet octroi de mer, qui pèse, en tout cas, il y a une partie importante qui va financer les communes. Alors, comment les communes, immédiatement, supposons que vous obteniez gain de cause. Comment font les communes en France ? Il n'y a pas d'octroi de mer en France. Elles arrivent quand même à fonctionner. Elles arrivent à faire de l'investissement. Donc c'est qu'il y a une possibilité. Aujourd'hui, il ne faut pas simplement que supprimer l'octroi de mer de façon radicale. Il faut un accompagnement. Parce que depuis... Et cet accompagnement viendra de qui ? Elle viendra de l'État. Il va falloir demander à l'État de nous accompagner. Depuis le 1er janvier, je tiens à rappeler aux Martiniquais que depuis le 1er janvier 2022, il y a une modification au niveau de l'octroi de mer. Les entreprises qui étaient assujetties à hauteur de 300 000 € de chiffre d'affaires ne le sont plus aujourd'hui. Et le surcoût qu'ils avaient impacté à cet octroi de mer, ils ne l'ont toujours pas retiré aujourd'hui. Donc, comprenons-nous bien, aujourd'hui, il y a des entreprises qui profitent de cette situation, qui laissent le coût, l'impact qu'ils avaient eu depuis l'année dernière sur cette prise en charge, mais ne l'ont pas retiré là. Donc, il va falloir travailler pour bien veiller à ce que ces entreprises fassent, au moment où on va arriver à cette suppression de l'octroi de mer, fassent bien le travail de retirer ce surcoût. Il faut une transparence aussi dans les prix, parce qu'aujourd'hui, les prix ne sont pas très clairs. Chacun se relance la balle entre CMA, CGM, entre les grossistes, entre la grande distribution, et tout le monde dit qu'ils sont à couteau tiré, que personne ne fait de supermarge sur les produits. Donc il va falloir qu'il y ait d'abord une transparence sur ces prix pour qu'on puisse voir qui prend quoi sur quoi, et à ce moment-là, au moment où on va transiger, on pourra effectivement dire aux Martiniquais, voilà le coût réel de l'entrée d'un produit sur le territoire, voilà le coût réel qui arrive à la grande distribution, et voilà le coût qui sera au moment où l'octroi de mer sera supprimé sur ces produits, voilà le gain qu'ils vont garder. Est-ce que vous pensez possible de réaliser cette transparence sans contrôle ? Mais il faut qu'on ait une commission de contrôle. Donc vous êtes pour un contrôle ? Oui, il faut de la transparence. On a une direction générale qui n'a pas suffisamment de moyens pour faire son travail. Donc il va falloir l'aider. Une direction aussi, de ? La direction générale de la répression des fraudes, qui est censée faire ce travail Vous savez qu'on a réduit, c'est ce que je dis. de chagrin, le gouvernement actuel, depuis que M. Macron est là, on a limité, les effectifs ont été divisés. C'est ce que je dis. Donc nous, on avait comme projet de créer une commission citoyenne, donc apporter un plus par le biais de mettre des citoyens aussi au cœur de cette activité, parce qu'il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. On ne peut pas simplement faire un travail aujourd'hui. Les Martiniquais doivent s'engager aussi dans ce travail pour dire que c'est leur portefeuille qu'on cherche à améliorer, le pouvoir d'achat qu'on cherche à améliorer. C'est le cas en France, c'est le cas en Martinique. Il faut que tout un chacun puisse prendre sa responsabilité face à ça et que tout un chacun s'engage dans cette volonté de réduire les coûts. Donc si je résume, vous me direz si mon résumé est fidèle à vos propos, parmi les premières mesures, en fait, en tout cas c'est celle que je découvre en début de votre exposé, vous souhaitez que l'octroi de mer soit réformé, donc soit supprimé, qu'en contrepartie, il y ait un accompagnement de l'État pour se substituer aux moyens qui étaient ainsi dégagés, d'accord, notamment aux communes. Oui, mais il va falloir que les communes fassent un travail de ressources humaines aussi. Un contrôle de prix, que l'on d'abord s'occupe de la formation des prix. Alors je pense que la participation citoyenne est sans doute souhaitable, mais enfin, la formation des prix, c'est depuis, pour les produits importés, c'est depuis là-bas le lieu de départ qu'il faudrait voir. Et donc, c'est difficile pour les citoyens d'être tout le long du processus. Donc, il faudra des professionnels, mais vous souhaitez, peu importe comment, vous souhaitez qu'il y ait cette transparence pour assurer qu'il y ait un contrôle, que l'on regarde dans le détail comment les choses se passent. Très bien.
Alors, un autre sujet que vous avez abordé dans votre document, qui est intéressant, c'est la question de l'immobilier. Vous dites que le coût de l'immobilier devient absolument considérable et il dépasse. Alors, à quoi attribuez-vous cette augmentation tout à fait réelle, hein, effectivement, du coût de l'immobilier? Alors, il y a en ce moment, depuis quelques années, une forme de spéculation immobilière en Martinique. Là, je regardais justement, ça m'a choqué de voir 4 900 € le mètre carré aux Anses-d'Arlay. C'est la première commune la plus chère en Martinique. Derrière, à quelle commune? Les Anses-d'Arlay. Anses-d'Arlay. Ensuite viennent Trois-Îlets, Casse-Pilote, enfin la plupart des communes du Sud, Sainte-Luce et autres. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de la spéculation. Ce sont des personnes, aujourd'hui, on se rend compte, au travers des agences immobilières qui sont le plus souvent gérées en hexagone, ce sont des personnes qui ont de fortes possibilités financières, qui viennent en Martinique et qui, sur une maison ou un terrain qui vaudrait 200 000 €, ont la capacité d'aller jusqu'à 400 000 € pour payer ce bien, pour l'avoir. Donc vous voyez bien que ce sont des capitaux étrangers qui viennent faire de l'investissement locatif, ou bien des personnes qui préparent leur retraite, qui viennent en Martinique, qui se disent « bon, ben, je veux une maison près de la plage et je vais mettre le prix ». Là, j'ai un ami qui me disait quand même que sur une maison de 400 000 € qu'il voulait aux Trois-Îlets, la surenchère est arrivée jusqu'à 1 million d'euros. Comment, derrière ça, le Martiniquais peut arriver à acquérir un habitat? C'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de créer des zones où, au vu du prix du mètre carré, qui va avoir un impact sur le prix au mètre carré pour les loyers, une grande partie des Martiniquais ne pourront plus se loger parce qu'ils n'auront pas les moyens, ils n'auront plus les moyens de faire de l'acquisition immobilière. Cette situation est en train de partir sur le nord, Saint-Pierre, Carbet, Casse-Pilote, Marigot. Vous avez des communes du nord qui commencent aussi à avoir cette forte attraction, où des personnes vont parce que comme le coût commence à augmenter dans le sud, ils remontent vers le nord. Donc on va se retrouver avec une situation où ces deux parties de la Martinique sont scindées parce que le prix de l'immobilier sera trop cher et les Martiniquais, qui aujourd'hui c'est normal. Vous avez une maison, vous arrivez en fin de carrière, vous vous dites que ben voilà, je peux vendre ma maison qui valait 200 000, 400 000, 500 000 euros. En première idée, on pense qu'au capital, on pense qu'à l'argent qu'on fait à la plus-value. Mais le problème qui va se passer derrière, c'est que, et ce qui est arrivé, on m'a raconté cette histoire, vous venez, vous vendez une partie de votre terrain, finalement, un ensemble de personnes qui ne sont pas martiniquaises de naissance ou d'habitat viennent et s'installent ici, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous vous retrouvez seul, et derrière, c'est les gendarmes qui viennent chez vous tous les jours parce que votre mode de vie ne convient pas à ceux qui sont là. Mais dites-moi, s'il y a des acheteurs, c'est qu'il y a des vendeurs, comme on dit en créole, si oui. pas ni soutiré, pas ni voleur, Oui. Qui vend les terrains? Ben, les Martiniquais, ceux qui en ont. Mais on est d'accord sur le principe. C'est ce que je dis. Vous avez des Martiniquais qui pensent à faire du bénéfice. Mon objectif, c'est de vous faire préciser les choses. Oui, mais je suis là pour être transparent. Vous expliquez, si j'ai bien compris, oui. qu'il y a ce que vous appelez spéculation, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation. Oui, il y a une bulle immobilière en ce moment. Voilà, qui est liée au fait que des personnes ayant de moyens financiers importants, venant d'ici ou d'ailleurs, se portent acquéreurs de terrain, mais qui sont vendus par nos propres compatriotes, par nous-mêmes. Oui, mais on est d'accord. On est d'accord. Oui. Alors, très bien. Que fait-on? On interdit? On n'interdit pas. On réglemente? On réglemente, on encadre. On encadre, on dit quoi? On dit voilà, aux Martiniquais. C'est dorénavant, c'est, je sais pas moi, 500 € le mètre carré, pas un centime de plus. Non. La première chose qu'il faut faire, il faut encadrer tout ça. Déjà, il faut parler aux Martiniquais. C'est quoi l'encadrement? Il faut parler. On peut mettre un encadrement législatif là-dessus. Il y a déjà des choses qui se font. Il y a déjà des choses qui sont déjà là, mais c'est que les communes, on a l'impression qu'aujourd'hui, les communes du Sud ne prennent pas l'ampleur du problème et finalement se disent qu'en récupérant un peu de fiscalité sur ces ventes, vont un peu boucher des trous dans le budget de la commune. Mais d'ici l'horizon de s'agrandir si jamais on supprime l'octroi de mer. Hein, mais enfin, non, ce trou ne va pas s'agrandir. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. C'est qu'il faut que les maires comprennent, déjà, et que les Martiniquais comprennent que quand ils vont élire le prochain maire, il faut que ce soit un maire qui va travailler pour la commune et limiter l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester dans un système d'emploi-vote. Écoutez, moi je veux bien entendre, enfin bon, quand on prend le nombre de suffrages qu'obtient un maire, quel qu'il soit, et ils ne sont pas tous composés d'employés municipaux. Alors, j'entends bien ce que vous dites. Alors, je vais vous dire quelque chose. Les maires, qu'est-ce qu'ils vont... Je connais la réponse des maires. Mais je vais vous dire quelque chose. Les maires répondent ceci. Oui. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous répondons à une demande sociale. D'abord, il faut quand même reconnaître que
ce qui se faisait il y a 20 ans, 30 ans, ça s'est quand même considérablement réduit. Enfin, réduit, mais pas suffisamment. Il y a, les gros recrutements au niveau des municipalités, il y a quelques recrutements, mais ça n'a pas la même échelle du tout de ce qu'on pouvait connaître il y a 20-30 ans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui... On est d'accord. Non, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la situation est totalement la même, parce que et c'est ça le problème des mairies, lorsque, au lieu de prendre une personne de catégorie A pour aider la commune à aller chercher des fonds européens, elle va plutôt embaucher 3 personnes de catégorie C. Ça, c'est un problème. Vous voyez, aujourd'hui, quand j'entends un maire me dire qu'il a 170 administrés pour lesquels il travaille, au lieu d'en avoir 70, je me dis là, il y a un problème. Oui, mais on ne va pas les... Vous voulez qu'on les remercie? Il faut faire un travail. Il faut que les Martiniquais... Ça prendra du temps, on est d'accord. Ça prendra du temps, mais c'est pour ça que je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se faire sur du long terme. Mais c'est du long terme. Et c'est là où l'accompagnement va se faire avec l'État pour nous aider, justement. Un salarié dans une commune, s'il est embauché à 30 ans, il est là pour au moins 30 ans. Oui. Regardez la ville de Fort-de-France, par exemple. La ville de Fort-de-France, eh bien, ne recrute pas ou recrute très peu, bon, mais son effectif diminue très lentement. C'est normal. Alors, et ça prend du temps. Donc, je suis cet accompagnement, vous pensez qu'il va falloir le maintenir pendant il faut le maintenir quelques décennies. Tout le temps où c'est nécessaire. Il va falloir qu'on rattrape tout ce qui s'est passé là pour que la Martinique, à un moment ou un autre, puisse avoir suffisamment de capitaux pour pouvoir créer de l'attractivité. Il y a un problème d'attractivité en Martinique. Là, voici la situation. On va y venir, mais restons sur la question de l'immobilier. Oui. Donc, on fait comment? Il faut encadrer ça. Il faut parler aux Martiniquais, comme vous l'avez dit. Ça, c'est l'aspect, leur parler, leur expliquer. Il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils arrêtent. Ne bradez pas votre terrain, mais ça, c'est... Pas de brader, de vendre à n'importe qui pour une question de prix. C'est une contrainte morale. Mais il faut que les Martiniquais comprennent à un moment ou à un autre qu'il faut que, comme je parle aujourd'hui de s'approprier sa terre, il faut qu'il y ait quelque part une conscience de se dire, je vends d'abord à un compatriote qui vit en Martinique, qui va acheter, mais sans pour autant, d'emblée, aller vendre à surprix à quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va venir en Martinique. Parce qu'on l'a vu, là, il y a beaucoup de situations de ce genre qui arrivent, où, dans le Sud, beaucoup, en tout cas des restaurateurs, beaucoup se sont vus embêtés par des gendarmes parce qu'une population qui vit autour de ce genre d'activité ne supporte pas la culture martiniquaise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue dans cette situation? On continue pour quelques milliers d'euros supplémentaires à finalement soi-même se pourrir la vie par la suite. Il faut que les Martiniquais comprennent qu'on est dans une situation où... C'est vous qui êtes candidat au législatif, c'est pas moi. Donc, oui. Ce que moi je veux savoir concrètement, c'est comment vous voyez... Bon, parce que vous voulez parler au Martiniquais très bien, bon, mais certains vont vous entendre et ils vont mettre en pratique. Certains vont vous entendre, ils vont dire c'est bien, mais ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai d'autres préoccupations. Et puis certains ne vous entendront pas. Alors... je ne vois, sauf à réglementer, c'est-à-dire à légiférer, je ne vois pas comment il y a des pays européens qui interdisaient l'acquisition de leur territoire par des ressortissants d'autres pays européens. Mais ça, pour le moment, c'était pas la France, ça, c'était les pays du Nord. Alors, je ne sais même pas si ces dispositions existent toujours. Donc, moi, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que vous voulez aller, mais ça posera immanquablement des problèmes parce que à côté de la libre circulation des marchandises et des capitaux, il y a la libre circulation des hommes. Donc ça paraît difficile pour le moment d'interdire à un ressortissant européen d'acheter quelque chose. La question, c'est pas d'interdire. On ne veut pas interdire déjà l'acquisition. Ou alors limiter le prix. C'est déjà c'est un marché libre. Oui, c'est un marché libre. Mais c'est un marché où la Martinique étant une île, ayant ses spécificités, nécessite qu'il y ait un regard particulier sur elle. Eh bien, écoutez, je crois que pour une première émission, on a fait à peu près le tour. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais bon, le temps qui nous est parti relativement court. Enfin, vous avez évoqué les points principaux. Les points les plus essentiels. Après, on a cette jeunesse aussi dont il faut parler, dont il faut aujourd'hui leur permettre de trouver des activités en Martinique. Enfin, il y a nos aînés, les 45-50 ans qui se retrouvent dans une situation de précarité, qu'il va falloir aider aussi à retourner vers l'emploi, qu'il va falloir former, qu'il va falloir... il y en a beaucoup qui veulent aller vers l'agriculture. Donc voilà, il y a des choses à faire aujourd'hui en Martinique et c'est sur ça qu'on va travailler. Bon, eh bien, M. Mévili, je vous remercie pour cet échange.
Bon, vous avez apporté un certain nombre d'indications, de précisions par rapport à votre programme. Écoutez, c'est la démocratie qui parlera. Bon, à vous de convaincre les électeurs de la circonscription centre-atlantique dans laquelle vous vous présentez. Vous avez donné le nom des communes. Donc, moi-même qui suis du Haut-Ber, je porterai attention à vos éventuelles conférences et en tout cas vos écrits. Merci, en tout cas, merci pour l'invitation et c'est avec plaisir que je reviendrai s'il faut détailler un peu plus notre programme. Merci.